Ok, donc nous reprenons. Après avoir donné les différentes catégories des personnes morales, à savoir au niveau du droit public, nous avons l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics. Et au niveau du droit privé, nous avons les associations et les sociétés. Associations à but non lucratif et sociétés qui toujours cherchent à faire du profit. Au niveau de la capacité juridique des personnes physiques, on peut être une personne physique, mais ne pas avoir une capacité juridique suffisante. Donc, on va dire que la capacité juridique d'abord des personnes physiques, c'est l'aptitude d'une personne à pouvoir exercer elle-même son droit et ses obligations. Donc, cette capacité-là va se décliner en deux types. On a ce qu'on va appeler la capacité de jouissance, qui est l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations, et la capacité d'exercice, qui est le pouvoir d'exercer soi-même ses droits et ses obligations. Donc, toute personne qui possède en même temps la capacité de jouissance et la capacité d'exercice est considérée comme une personne capable. Mais il va exister des exceptions où des personnes peuvent être frappées de ce qu'on appelle incapacité juridique. Donc, qu'est-ce qu'une incapacité juridique? On dit que cette incapacité se traduit par le fait qu'une personne ne peut pas exercer elle-même ses droits et ses obligations. Donc, cette incapacité-là va porter surtout sur la capacité d'exercice. Donc, je reprends. On dit pour avoir la capacité juridique, il faut avoir en même temps la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. Mais l'incapacité juridique là va surtout s'appliquer sur la capacité d'exercice. Donc, vous allez voir que naturellement, les mineurs, les incapables majeurs et les personnes qui sont condamnées vont être frappées d'incapacité juridique. Donc, ici, il y a deux cas. Une personne est frappée d'incapacité juridique, d'abord pour protéger. Donc, on frappe une personne d'incapacité juridique pour protéger la personne. Donc, pour pouvoir protéger les personnes fragiles, on va les frapper d'incapacité juridique. Pour pouvoir aussi protéger la société, on va frapper aussi certains individus d'incapacité juridique. Donc, on prend d'abord le premier cas, le cas des mineurs. On dit que ce sont des personnes qui sont trop jeunes pour pouvoir exercer pleinement leurs droits. Si tu demandes à un enfant, est-ce que tu vas aller à l'école? Tu dis non, je vais aller à l'école. Et cet enfant-là et cet enfant lui donne la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. Donc, si je vais à l'école, bon, elle reste à la maison. Non, non. Donc, cet enfant-là est frappé d'incapacité. Donc, on oblige cet enfant à aller à l'école. Parce qu'après, il m'a dit pourquoi vous m'avez pas obligé à aller à l'école comme vous avez. Donc, ils sont trop jeunes. Les incapables majeurs, parce que ici, ce sont des mineurs. Et les incapables majeurs, on dit que ce sont des personnes fragiles, physiquement ou mentalement. Donc, on va leur enlever la capacité d'exercice pour pouvoir les protéger. Imagine quelqu'un qui a comme un milliard de son compte, mais mentalement, ça ne va pas. Donc, il enlève sa capacité. On va mettre quelqu'un à côté de lui pour l'aider. Donc, les personnes condamnées aussi, ils vont être, on va les priver aussi souvent de leurs droits. C'est-à-dire, bon, comme tu as été condamné pour 10 ans, c'est toi qui es sorti, et tu ne peux pas ouvrir une société. Parce que tu vas arrêter encore les droits là. Donc, c'est plus. Donc, ici, on a les différents cas d'incapacité juridique. Maintenant, face à ces capacités juridiques-là, on va voir comment on va les situer. Donc, ici, on parle d'émancipation. Ici, l'émancipation, c'est lorsqu'un mineur, et le plus souvent les mineurs, c'est à partir, lorsqu'un mineur peut être émancipé dès 16 ans, c'est-à-dire qu'il va acquérir la capacité d'exercice et il sera considéré comme un majeur capable. Imaginons
un jeune homme qui vient en Côte d'Ivoire et aux États-Unis pour ses parents assis des billets, mais chaque fois vous faites des transactions et la deuxième, donc ses parents disent, bon, comme tu as 16 ans, et puis on sait que tu es déjà bien conscient, donc toi, on va te faire une émancipation. Et donc, à 16 ans, tu seras comme un majeur capable. Donc, l'émancipation peut venir par le fait du mariage ou de manière volontaire. Donc, lorsque une jeune fille de 16 ans se marie, elle est déjà, en même temps, elle est considérée comme majeure. Ou bien, lorsqu'on fait la demande et cette demande-là est acceptée, voilà. Bon, on a ces deux types-là. Maintenant, ici, c'est les dispositifs de protection contre les personnes incapables. Lorsque une personne est jugée incapable, on a trois types de manières de protéger cette personne-là. Soit on va représenter cette personne-là, soit on va assister cette personne-là, soit on va autoriser, non, on aura un processus d'autorisation. Lorsque on représente cette personne, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, la représentation, ça c'est la forme la plus lourde. On dessaisit totalement l'incapable au profit d'une personne qui va agir à sa place, même pour son compte et pour son nom. On dit que c'est le procédé le plus radical. On a l'assistance. L'assistance va permettre à l'incapable d'agir lui-même, mais à la condition d'être assisté par une personne présente à ses côtés. Et on a l'autorisation, qui est un procédé qui implique un accord préalable, même si l'incapable est seul quand il agit. Si vous avez, je pense que pour ceux qui ne sont pas encore majeurs, qui viennent s'inscrire à l'université, on demande une autorisation parentale. Voilà, donc le parent ici, ça c'est l'autorisation. L'assistance, peut-être, vous voulez faire un retrait bancaire, donc vous allez être assisté par quelqu'un pour vous signer lui aussi ici. La représentation, ça c'est la forme la plus radicale. Donc, ici, on a parlé de droits patrimoniaux, droits extra-patrimoniaux. Donc, quand on parle de droits extra-patrimoniaux, c'est quelque chose qu'on ne peut pas évaluer en termes d'argent. On dit que ce sont des privilèges ou des prérogatives inhérents à la personne et qui ne peuvent pas être évalués financièrement ou pécuniairement. Et ils ne sont pas transmissibles. Donc, on a ces caractéristiques. On dit droits patrimoniaux, ils ne sont pas transmissibles, ils ne sont pas évaluables financièrement. Donc, on a ici les droits publics et les droits privés. Comme droit public, on a la liberté publique, la liberté d'opinion et la liberté d'expression, le droit de pétition. Comme droit politique, on a le droit de vote, le droit d'éligibilité. Au niveau du droit privé, on a tout ce qui est intégrité à l'honneur, droit à l'image, droit d'auteur, droit à l'intégrité physique et droit de la famille qui va résulter du mariage et de la parenté. Les droits patrimoniaux ici, les droits patrimoniaux, ah oui, les droits patrimoniaux, non, les droits de propriété intellectuelle sont évalués en termes d'argent, ça fait partie des droits. Ici, les droits patrimoniaux, on va dire que ce sont les droits ayant une valeur pécuniaire. Donc, on les classe en droit réel, en droit personnel et en droit intellectuel. Donc, quand on parle de droit réel, ce droit réel va s'appuyer sur des choses réelles. Soit un terrain, soit une voiture, une maison. Donc, pour voir que l'on est directement sur une chose réelle. Donc, on va en droit réel principal, droit réel secondaire, ça c'est. Droit personnel, ce sont des droits reconnus à toute personne dans ses rapports avec les autres personnes. Donc, touche des personnes. Ici, souvent, on parle de. Ce sont des prérogatives juridiques d'une personne dite créancière sur une autre personne dite débitrice. Un contrat de prêt, un contrat de travail. Donc, on a un débiteur avec un créancier. Et on a les droits intellectuels qui vont porter sur des biens immatériels.
Et vous voyez les chanteurs, les artistes, voilà. On parle de droit de la propriété intellectuelle, droit d'auteur, tout. Bon. Au niveau du droit réel, voilà, pour pouvoir, pour dire que je suis propriétaire d'un bien, il faut avoir ces trois attributs-là. Il faut pouvoir user de ce bien, l'usus, fructus, abusus. Dans l'usus, on dit que c'est le droit d'user d'un bien sans le transformer, c'est-à-dire sans conduire à sa destruction. Le fructus, c'est de pouvoir bénéficier de ce que le bien peut rapporter. Et puis l'abusus, c'est le droit d'aliéner le bien, de le transformer ou de le détruire. C'est-à-dire, si tu as ces trois, on dit le propriétaire bénéficie de l'ensemble des trois membres. Il peut aussi ne pas les utiliser de membres. Donc, le propriétaire, un propriétaire de bien, il bénéficie de ces trois. Il a l'usus, il a le fructus et il a l'abusus. Mais il peut avoir aussi des démembrements. On ne peut pas rentrer. On ne va pas rentrer dans les démembrements. Ce qui est. Bon. La classification des biens. Quand on parle de biens, on parle de biens meubles et de biens immeubles. Les biens meubles, tout ce qu'on peut déplacer. Les biens immeubles, tout ce qu'on ne peut pas déplacer. Mais on a des variantes, on va parler de meubles par nature, meubles par détermination de la loi, meubles par anticipation. Bon, tout ça, je vais expliquer juste ici. Donc, quand on dit un bien qui est meuble par nature, ce sont des choses qui se meuvent, qui peuvent se déplacer. Donc, les animaux, les livres, la voiture. Donc, ça, c'est des biens meubles par nature. Biens meubles par détermination de la loi. On parle des actions de société. Voilà. L'action d'une société, c'est un bien meuble parce que après on peut déplacer un bien meuble par détermination. Un bien meuble par anticipation. On parle de la vente, extrait d'une carrière, les graviers. On dit ça, c'est un bien meuble par anticipation. Donc, il y a plusieurs variantes. Je pense que ça, ça ne nous concerne pas trop. Et c'est aussi pour les biens immeubles aussi, c'est. Voilà. Donc, ici, on peut classer les biens, on peut avoir le critère de matérialité. Donc, quand on parle de critère de matérialité, est-ce qu'on peut toucher? Donc, biens corporels, tout ce qui est objet, bâtiment, terrain, et les biens incorporels, tout ce qui va toucher les choses immatérielles. Donc, on va dire ici, en rouge, il est nécessaire de bien distinguer le bien incorporel du bien corporel auquel il se rattache. Le CD-ROM d'un artiste ne vaut que par le bien incorporel, c'est la chanson en fait qui est sur le CD. Sinon, ce n'est pas le CD qu'on attrape même en fait. Voilà. Donc, on fait un peu la distinction entre bien corporel et bien incorporel. L'obligation des personnes. L'obligation va s'appeler comme un lien de droit existant entre deux personnes, en vertu duquel l'une d'elles peut exiger de l'autre l'exécution d'une prestation. Donc, on va voir que les obligations civiles naissent de deux types de situations. On a ce qu'on appelle les faits juridiques et on a les actes juridiques. Donc, il faut bien faire la différence entre ce qui est fait juridique et acte juridique. Quand on parle de fait juridique, on dit que ce sont des situations volontaires ou non. Donc, fait juridique, situation volontaire ou non, dont l'effet juridique prévu par les textes n'était pas recherché par les personnes concernées. Donc, comme les faits juridiques, on a un accident. Quand on fait un accident, normalement, ce n'est pas une situation qui est volontaire et puis on ne cherche pas. Quand on fait
quand on décède, ça c'est un fait. Ça c'est un fait. Par rapport aux actes, ici les actes sont définis comme des actes de volonté. C'est-à-dire contrat de vente, voilà. Les actes, ça c'est des actes de volonté. Mais les faits peuvent être les faits là peuvent être sur des situations volontaires ou non. On ne décide pas de faire un accident de voiture quand même. Voilà. Mais on peut décider d'avoir un enfant. Voilà. Donc, ça c'est. Mais par contre, les actes juridiques, ce sont des actes de volonté. Ce sont définis comme des actes de volonté qui ont pour objet la réalisation de certains effets de droit. Donc, le contrat de vente, le vendeur s'engage à transmettre la propriété pour obtenir un paiement en contrepartie. Donc, au niveau des typologies, voilà. Au niveau des typologies des obligations, on a les obligations selon la source. Obligation légale, et puis l'obligation des faits juridiques. On a les obligations selon l'objet. Obligation de donner, obligation de faire, obligation de ne pas faire. Obligation selon la doctrine, obligation de résultat, obligation de moyens. Ici, l'obligation de moyens, on peut mettre ça sur le plan de la santé. Normalement, quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, ça c'est l'obligation de moyens, ce n'est pas l'obligation de l'hôpital parce que le médecin n'a pas l'obligation forcément de vous guérir. Il doit pouvoir mettre toutes les dispositions, donc tous les moyens pour pouvoir vous soigner. Ça, on parle de obligation de moyens. Vous voyez un peu. Donc, vous allez voir dans les détails si vous voulez. Donc, les contrats, il y a différents types de contrats. On parle de. Donc, les contrats, on va dire, sont les conventions par lesquelles une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres personnes à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Donc on a différents types de contrats. On a ce qu'on va appeler les contrats unilatéraux, contrats gré à gré, contrats solennels et les contrats synalagmatiques. Voilà. Donc, voici. Normalement, ici, plan fait, secours et la règle ou les règles de formation des contrats, on doit avoir d'abord le consentement. Le consentement, c'est-à-dire accord de volonté des parties. On doit avoir aussi la capacité. Il s'agit de la capacité contractuelle qui est l'aptitude pour un individu de pouvoir conclure un contrat. Est-ce qu'un mineur peut construire, c'est-à-dire une personne qui a été frappée d'incapacité juridique? Est-ce qu'il a la capacité? On a aussi l'objet du contrat et on a la cause du contrat. Donc, lorsque ces 4 éléments-là sont remplis, on peut vraiment faire rédiger un contrat. Ainsi, pour faire la partie sur les notions basiques du droit.